Bonsoir, merci d'être avec nous sur le site de Télérama, celui du Théâtre de la Ville et de la scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay, notre partenaire dans l'Urgence des Arts. L'Urgence des Arts suit l'Urgence des Alliances que nous avions entrepris avec le Théâtre de la Ville et la scène de recherche de l'ENS Paris-Saclay, pour voir à quel point la culture pouvait être sauvée. C'était la période du premier confinement, la fin du premier confinement, pour comment la culture pouvait être sauvée, régénérée par une alliance avec la santé, avec l'éducation, avec l'écologie et avec l'économie. Là, maintenant, au seuil, au mi-temps d'un second confinement, nous nous sommes dit que l'exception culturelle française était menacée, en tout cas endolorie, et qu'il fallait se pencher sur les arts en particulier. Lundi, Emmanuel Boucher de Télérama a animé un débat sur la scène, les scènes, musique, danse, théâtre. Mardi, c'était le tour des livres avec Nathalie Crome. Mercredi, Yasmine Youssi et moi-même, Fabienne Pasco, avons animé un débat avec Jacques Lang, Roselyne Bachelot et Jean-Jacques Ayagon. Aujourd'hui, c'est au tour du cinéma, des problèmes du cinéma et comment les résoudre, comment penser l'avenir du cinéma. Un débat animé par Marie Sauvion de Télérama. J'espère que tous ces débats seront constructifs. En tout cas, je remercie le Théâtre de la Ville de nous accueillir, Emmanuel de Marcy-Motta de nous aider à réfléchir, de penser ces journées avec nous. Et je lui passe la parole. Merci, chère Fabienne Pasco. Merci aux équipes de Télérama. Merci aux équipes du Théâtre de la Ville, puisqu'effectivement, pendant cette période de ce deuxième confinement, nous avons tout fait et nous continuons avec les équipes d'administration, les équipes de relations publiques, de communication, à travailler, ainsi que les artistes qui continuent à répéter. Mais évidemment, la déception et la difficulté à affronter, on le sait dans cette période, de tous ces spectacles qui étaient prévus et qui ne peuvent pas voir le jour, l'incertitude aussi de la suite, nous amène à renforcer en nous, je pense, l'idée que nous devons continuer à échanger, à débattre, à dialoguer, pour essayer de tenter de tracer quelques lignes, quelques propositions, comme nous l'avions fait au mois de juin, à travers le cortège des propositions pour justement un avenir incertain, mais nécessairement partagé dans ce moment, et comment continuer surtout à maintenir une lumière dans un théâtre, c'est-à-dire être ouvert pendant toute cette période de vacances aussi scolaires. Je le rappelle, nous continuerons à faire des directs dès demain matin, 10h du matin, avec Alice Traverse le Miroir. Plus de 400 écoles seront connectées. Nous continuons, nous savons parfaitement que le direct ne remplace pas le théâtre, c'est une évidence, mais nous avons besoin de continuer à chercher, à inventer et surtout à avoir de l'imagination. Donc merci à vous pour votre présence, merci aux équipes et à vous, Fabienne Pasco, pour tout ce travail qui est, je le sais, très important et difficile à faire. Merci. Et place au cinéma. Merci. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Vraiment, je vous remercie infiniment. Ça me fait un plaisir fou de conclure cette série de débats avec vous sur le cinéma. Au terme d'une année inouïe où les salles auront été fermées plus de 5 mois, on va essayer de se projeter vers un avenir riant, que nous espérons tous créatif et joyeux et diversifié. Je vais commencer par brièvement vous présenter tous à nos spectateurs. Alors, je vais commencer par vous, Caroline Bonmarchand, que je vois tout au fond là-bas de la scène. Vous dirigez Avenue B Productions, vous êtes donc productrice et vous avez à votre actif de nombreux longs métrages. Je vais en citer quelques-uns. Copacabana, Larry Tournelle et Maman à tort, du même Marc Fitoussi. Vous avez produit Irréprochable et l'heure de la sortie de Sébastien Marnier. Et en septembre dernier, on a pu voir et apprécier l'étonnant, le réjouissant énorme de Sophie Le Tourneur avec Marina Foïs et Jonathan Cohen, qui est sorti donc le 2 septembre. On y reviendra, c'était drôlement courageux de sortir un film le 2 septembre. En 2020, on aurait dû voir 16 printemps de Suzanne Lindon, que vous avez produit aussi, qui avait le label Cannes 2020. On va le voir bientôt en 2021, ça aussi on en parlera, vous allez nous en donner des nouvelles. À vos côtés, Manuel Chiche. Alors vous êtes le patron de The Jokers film, je vais le dire avec un accent français. Vous avez produit ou coproduit, selon les films, Message from the King et Adoration de Fabrice Duveltz. Vous êtes le producteur de La Nuée de Juste Philippot,
qui est un premier long métrage absolument formidable, qu'on a très très hâte de voir, qu'on aurait dû découvrir en décembre. Le coproducteur, Marie. Le coproducteur, bah, reprenez-moi, chaque fois que je me trompe, ça arrivera malheureusement souvent. Vous êtes aussi distributeur, alors je vais dire juste Parasite, et voilà, tout le monde saura que vous avez distribué la Palme d'Or 2019, le grand film de Bong Joon-ho. Vous sortirez bientôt Sons of Philadelphia de Jeremy Guez, et Teddy, des frères Ludovic et Zoran Boukarma. Vous allez nous raconter combien de films vous avez dans vos cartons, qu'est-ce que c'est que de produire et distribuer en 2020 et en 2021. Avec plaisir. À vos côtés, Marie-Christine Bordeaux, vous êtes notre grand témoin. Vous êtes professeure des universités, vice-présidente culture de l'université Grenoble-Alpes et d'art université culture. Alors vous êtes une spécialiste de la médiation culturelle et de l'éducation artistique, et vous vous intéressez beaucoup à un acteur qui est absolument indispensable et chéri du monde de l'art et notamment du cinéma, qu'on appelle le public. Et puis, donc, à vos côtés, Michel Leclerc, vous êtes scénariste et réalisateur. Le grand public vous a découvert avec le beau succès du Nom des gens en 2010. Vous avez signé ensuite Télé-Gaucho, La lutte des classes. Vous êtes un petit peu le roi de la comédie engagée. Et tout récemment... vous avez réalisé aussi des épisodes de Fais pas ci, fais pas ça, dont un épisode arrive bientôt là pour les fêtes. Demain, voilà, c'est parfait. Et votre prochain long métrage est un documentaire qui s'appelle Pingouin et Goéland et leurs 500 petits. Lui aussi, on devait le voir en 2020, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est vrai. Oui. Et il est redaté au 10 mars. En principe. En principe, si tout va bien. Oui. Voilà, on le verra très bientôt. Et je vais finir par vous, Axel Repère. Vous êtes aussi scénariste, alors à la fois pour vous et pour d'autres, notamment Serge Boson. Vous êtes réalisatrice, vous êtes membre du comité d'administration de la SRF, la Société des réalisateurs français. Votre premier long métrage, La famille Volberg, date de 2009. Vous avez signé depuis Tirer la langue, mademoiselle, La prunelle de mes yeux. Et Petite Solange, votre 4e film, s'est tourné cette année et a même été interrompu par le premier confinement. On le verra en 2021. Voilà, j'ai fait le tour de nos invités. N'hésitez pas vraiment à enlever votre masque quand vous parlez, à le remettre, enfin faites comme vous vous sentez à l'aise, et à rebondir les uns sur les autres dans le respect des gestes barrières. Ça va sans dire, mais l'idée c'est que la parole circule très, très librement. Avant de se pencher sur cet avenir du cinéma, on va parler un tout petit peu du présent, de cette année folle, de l'actualité aussi. Alors vous savez tous que, révoltés par le maintien des fermetures des salles le 15 décembre, de nombreuses organisations de cinéma, la SRF, l'ARP, la CID, des distributeurs, des producteurs, des exploitants, ont décidé collectivement de saisir le Conseil d'État en référé liberté. Moi, j'aimerais savoir, les uns et les autres, ce que vous en pensez, si vous soutenez, si vous participez à ce mouvement, ou voilà. Est-ce que Caroline Bonmarchand, est-ce que vous voulez commencer? Oui, bien sûr. Oui, moi, je suis membre du SPI, donc du syndicat des producteurs indépendants, et très très vite, évidemment, on s'est associé à cette démarche qui peut-être n'aboutira pas au résultat escompté, c'est-à-dire la réouverture des salles immédiatement, mais en tout cas, c'était pour nous une nécessité de montrer et d'affirmer notre désir d'être considérés, en fait, d'être considérés, et puis de montrer notre désaccord avec la fermeture des salles et la fermeture de tous les lieux culturels. Donc évidemment, en tant que productrice, je m'associe totalement à cette démarche. Ouais. Manuel Chiche. C'est vrai que pour nous, la fermeture des salles est un gros handicap, mais ce n'est pas tellement la fermeture en elle-même qu'on attaque. C'est la cohérence de la décision pour savoir pourquoi les salles et pas les centres commerciaux. Enfin, il y a quelque chose qui nous semble pas cohérent. C'est pas juste une décision égoïste de dire nous on est à l'arrêt et laissez-nous bosser. C'est surtout que on cherche le sens de cette chose. Axel Repère. Alors nous, à la SRF, la Société des réalisateurs de films, jusqu'ici, on faisait preuve d'une équation entre la compréhension de la situation sanitaire qui était quand même très grave et notre solidarité avec le secteur cinéma, même si nous ne sommes pas directement distributeurs ou exploitants. Donc on était relativement, mesurés jusqu'ici. Et là, c'est vrai que cette non-réouverture des cinémas le 15 décembre a été vraiment vécue comme une violence inouïe.
totalement irrationnel et traître. Voilà, on l'a vraiment pris comme un coup de poignard dans le dos, comme une méconnaissance absolue que le cinéma est une industrie lourde, où il y a des investissements faramineux dès qu'un film sort, que ça engage des gens, de l'argent, je sais pas, du travail, de la ferveur, et que comme ça, décider au dernier moment de la non-réouverture des cinémas, c'est vraiment comme torpiller un paquebot qui est lancé en pleine mer. Voilà, donc jusqu'ici, on essayait de comprendre un peu, comment dire, les équations de chacun, et là vraiment, on a réagi très violemment, mais c'est à la mesure de la violence absolue de la non-réouverture de ces salles de cinéma. Michel Leclerc. Ben moi, je dirais, enfin, en complément, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, qu'en ce moment, il semblerait que les cabinets de psychiatres soient pleins. Et je pense que je vois à quel point les gens sont angoissés, à quel point beaucoup de gens sombrent dans la dépression. Et il me semble qu'une salle de cinéma, qu'une salle de théâtre est un endroit pour se désangoisser. Donc voilà, c'est rien que ça, ça démontre le côté indispensable à la vie, à l'espoir, au rêve, à la vie, quoi, à la vie. Plus qu'une boutique de vapothèque, ou je sais pas, je dis ça parce que j'ai rien contre contre les vapoteurs, merci. Voilà. Marie-Christine Bordeaux, en tant que spécialiste du public et de la médiation culturelle. Et puis aussi des publics dont j'ai la charge, les publics étudiants. Moi, j'appartiens à un monde qui, lui aussi, s'est senti oubliés, et nous sommes montés au créneau auprès de notre ministre, auprès de notre gouvernement, qui finalement nous a mis en dernier dans les priorités de réouverture. Ça fait depuis le mois de mars que nous faisons cours à distance avec nos étudiants. L'université s'est massifiée, nous accueillons une part importante de la population jeune, et nous sommes inquiets, vraiment inquiets pour tous les étudiants qui sont en première année, les étudiants fragiles pour lesquels nous avons mis en place beaucoup de dispositifs. Donc il y a beaucoup d'engagement évidemment, l'accompagnement social, l'accompagnement santé est là, mais nous avons envie de revoir nos étudiants en vrai dans les salles de cours et dans les amphis. Est-ce que vous avez le sentiment, les uns et les autres, je dis ça parce que c'est un distributeur qui m'a dit ça il y a quelques jours, et ça m'a frappé sur le moment, et puis ça a fait son petit bonhomme de chemin. Il me disait, mais en fait, on a le droit de travailler, on a le droit de consommer, on a le droit de prendre les transports, on n'a pas le droit de prendre de plaisir. Est-ce que finalement, ce serait une sanction du plaisir qu'on vivrait en 2020 et il ne s'agit pas du tout de blâmer le gouvernement. Je suis très contente de ne pas avoir à prendre ces décisions-là, je le dis tout de suite. Mais voilà, est-ce que finalement, ça aura été l'année du déplaisir ? Oui, je suis vraiment d'accord avec ça. Je pense qu'il y a un côté comme ça puritain dans cette crise, c'est-à-dire voilà, dans ce qu'on désigne comme essentiel ou pas essentiel, il y a effectivement le plaisir ne serait pas essentiel. Je suis vraiment d'accord avec ça. Il y a quelque chose d'un peu catho là-dedans. Moi, je serais même plus radicale. Je pense que c'est même pas la suppression du plaisir, c'est vraiment la suppression de la réinvention de nous comme êtres humains. Voilà, lors du premier confinement, que moi j'ai vécu de manière extrêmement violente, puisque mon tournage a été interrompu en plein vol, je me suis dit que dans le fond, il y aurait presque une histoire métaphysique à faire vraiment de la crise de cette année. Comment on peut se raconter dans cette histoire métaphysique, nous êtres humains, et que dans le fond, on était soumis à une espèce de processus de rétraction. Voilà, c'est-à-dire qu'on est enfermé chez nous, ratatiné, le masque, pas de contact humain, plus de regard. Moi, ça fait des mois, par exemple, que je ne découvre plus de visage dans la rue. Je trouve ça c'est tellement étrange comme expérience. Et que vraiment on vivait une expérience de rétraction avec un grand R, mais inouïe, comme je crois que jamais l'histoire de l'humanité n'en a vécu. Et que quel est le terme qui s'oppose le plus à la rétraction avec un grand R ? C'est vraiment la projection. Et que la projection, c'est le cinéma. Voilà. Et que je suis persuadée qu'il y a une espèce de rapport intime et mystérieux et presque métaphysique entre cette rétraction à laquelle on est soumis et le fait que le cinéma, c'est la projection et le cinéma, c'est la salle de cinéma. Et que peut-être le meilleur antidote, qui n'est pas un antidote accessoire, superficiel ou de plaisir, mais presque un antidote métaphysique, existentiel, psychologique, c'est
puisqu'on a vécu une année de rétraction mais inouïe, ce qui peut nous extirper, c'est la projection. Voilà. Comment est-ce qu'à nouveau on peut se projeter comme être humain dans quelque chose, que ça soit dans l'espoir, que ça soit sur un écran de cinéma, que ça soit dans le partage d'une communauté. Et que cette projection, cette nécessité de projection qui nous construit comme être humain, un gouvernement ne peut pas décider qu'elle est dérisoire ou de l'ordre du divertissement, par exemple. En fait, c'est vraiment méconnaître ce qui peut constituer la psyché d'un être humain. Voilà, donc c'est un discours un peu abstrait que je tiens, mais effectivement, comme Michel le dit, la dépression généralisée, elle dit quand même quelque chose de très très fort, de la détresse quand même absolue de cette année, et qu'on va survivre au Covid, mais la détresse comme ça qui s'est installée cette année, comment on va dépasser ça? Voilà, je pose la question. Alors, avant de parler, de nous projeter en 2021 et à la rouverture des salles, peut-être racontez-moi un peu ce que c'était de travailler en 2020, dans cette année si particulière, avec des stop and go, avec pendant 3 mois on ne peut plus travailler, puis tout à coup on peut. Il y a eu les films jusqu'au mi-mars, et puis ils sont revenus en juin, les salles étaient désertées pendant l'été, ça a été très dur pour les exploitants, et puis en septembre, c'est reparti. En octobre, on avait l'impression, ça y est, que c'était la forme qui revenait vraiment. Et puis, à nouveau, la fermeture. Voilà, quand on produit des films, quand on sort des films, comment ça se passe, tout ça? C'est sûr que oui, le calendrier a été complètement bousculé. Enfin, toutes nos habitudes ont été bousculées. Ça a commencé par, en effet, le premier confinement où tout s'est arrêté vraiment. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus tourner. Axel on a payé les frais. Et les films étaient en post-production. Moi, par exemple, j'avais un film en post-production. Et puis, on se disait, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il va y avoir Cannes? Est-ce qu'il va pas y avoir Cannes? Au début, on était un peu dans une forme de déni. Donc, on restait dans une espèce de logique voilà, qu'on a l'habitude d'avoir dans le calendrier de l'année. Donc il fallait faire de la post-production à distance. On attendait tous que Thierry Frémaux nous dise est-ce qu'il va y avoir le festival ou pas le festival. Enfin, quelque part, ça nous occupait l'esprit aussi, et ça nous, enfin voilà, dans ce moment on était un peu tous à l'arrêt. Enfin, voilà, il y a eu cette post-production à distance. Ensuite, la question de la sortie des films. Donc, est-ce que les films vont pouvoir sortir l'été, pas l'été? Nous, en effet, Énorme devait sortir début juin. Donc voilà, on s'est posé la question. Puis ensuite, on a repris une activité. Les producteurs se sont remis à tourner. En fait, c'est la grande différence entre le premier et le deuxième confinement, où en tout cas, nous, on a pu continuer notre activité. Alors, en se posant 1000 questions, est-ce que ça a encore du sens? C'est-à-dire qu'on est en train de fabriquer des films, mais où est-ce qu'ils vont? Pour qui? Pourquoi? Où est-ce qu'ils vont? Comment ils vont vivre? Et en même temps, on avait cette nécessité aussi de se dire faisons, parce que voilà, parce qu'il y avait ce désir de faire, et nous, notre métier, il est constitué de ça, de cette passion de fabriquer des films, en fait. Et voilà, et tout ça a interrogé notre relation aussi aux autres, et notamment aux autres branches, enfin, aux distributeurs, aux exploitants, et ça, enfin voilà, ça a créé aussi une forme de solidarité qui, moi, me semble être peut-être la chose positive à retirer de cette expérience, enfin de cette époque compliquée. C'est qu'on a tous eu besoin à un moment donné d'être solidaires les uns des autres, et voilà, et de faire ça ensemble. Et puis quand même, pour être optimiste, moi je suis de nature optimiste, mais les films français ont quand même d'une certaine manière performé, enfin, en salle. C'est-à-dire qu'on a été aussi notre fameuse exception culturelle, et elle a été, on l'a vu à l'œuvre, en fait. On l'a vu que les films français pouvaient marcher, que Antoinette dans les Cévennes a cartonné, que un film comme Les Apparences de Marc Fitoussi a très bien marché. Enfin, que voilà, que certains films ont vraiment tiré leur épingle du jeu, et même Énorme a relativement bien marché. Enfin, tout ça, ces films-là, les exploitants étaient quand même très contents d'avoir des films français différents, des films à la fois très populaires et puis des films plus pointus, et qu'on a pu un peu résister grâce à ça. Donc ça, c'est quand même une super bonne nouvelle, je trouve. Manuel Chiche, moi j'ai l'impression que depuis que je sais lire et depuis que je vais au cinéma, on me le dit que le cinéma est en crise. En quoi cette crise-là est-elle différente des autres? Qu'est-ce qu'elle vous a appris et qu'est-ce qu'elle dessine d'un futur proche?
elle nous a appris la même chose que ce que racontait Parasite, en fait. C'est que le meilleur moyen dans la vie de faire des plans, c'est de pas en avoir. Et on s'est retrouvé dans cette situation-là, c'est-à-dire que premier confinement, ok les gars, c'est une pause, donc on va essayer de réimaginer le futur et de corriger ce qu'on peut, machin. Les salles réouvrent, on a essayé de rester tant qu'on pouvait solidaire de ces salles et donc de lancer des films à ce moment-là. Puis les salles referment et on se remet à réimaginer à nouveau le futur. Et puis au moment où on se dit bon cette fois-ci on y va, on s'est dit qu'on allait arrêter d'imaginer. Donc là on fait plus de plans, on attend que ça soit un peu concret. Et puis on repartira à ce moment-là. Mais je pense que l'usure qui a été générée chez tout le monde, c'était de passer constamment son temps à construire un futur qui en fait s'évanouissait devant vos yeux. Et à un moment, accessoirement, c'est la première fois que je vais fermer les bureaux entre Noël et le jour de l'an, parce que je pense qu'ils ont tous besoin de souffler et de faire un vrai break et de se vider un peu la tête. Bon, ça sera un peu intime, certes, mais c'est mieux que rien. Cette vie qui a été privée de salle, mais pas de film, c'est ça qui est très étrange, hein, c'est que les films sont partout. On a une vie de films domestiques, en fait, en 2020. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Christine ? C'est la question que tout le monde se pose, et pas seulement dans le domaine du cinéma, mais plus particulièrement dans le domaine du cinéma. Est-ce que les gens vont revenir dans les salles? Est-ce qu'ils auront pris goût au numérique, à la consommation domestique? Et est-ce que finalement, après la crise, je dirais objective, causée par le Covid, il va y avoir une deuxième crise plus anthropologique, c'est-à-dire avec une modification potentiellement importante des comportements culturels. Alors évidemment, moi je suis scientifique, donc je ne peux pas faire de prédiction, ce n'est pas mon rôle. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est sur la base de travaux qui ont déjà été faits, c'est que, par exemple, notamment sur la musique enregistrée, on a pu démontrer que dans le domaine de la musique enregistrée, au fond, plus on a de la musique enregistrée, plus à un moment donné, il y a un besoin de scène, il y a un besoin de collective. C'est Antoine Aignan qui a très bien décrit ça. Je pense qu'il y a une telle frustration de ne pas pouvoir sortir aujourd'hui, qui est exprimée par tout le monde. Elle est exprimée aussi par nos étudiants. On a fait une enquête sur les conditions de vie des étudiants et on a intégré des questions sur la culture. De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce qui vous manque? Et ils nous ont fait beaucoup de propositions pour qu'on continue à avoir une activité culturelle pour eux dans tous les domaines. Donc on peut aussi penser qu'il va y avoir un retour vers les salles, un retour vers, je dirais, la convivialité et la rencontre, parce que il y a eu dans la première crise Covid un moment où il y avait de l'humour. Enfin, souvenez-vous, mais dans la première crise, nous avions de l'humour. Nous l'avons complètement perdu. Ça peut revenir. Voilà, mais ça dénote quand même quelque chose, qu'il est très difficile de vivre longtemps comme ça dans l'incertitude. Donc pendant la première crise, il y avait presque un esprit de résistance. On va y arriver, etc. Et je me souviens que l'équipe, et sans doute les vôtres aussi, c'était plutôt, on va résister, on va continuer à exister, on va proposer des choses. Puis aujourd'hui, c'est combien de temps ça va durer? Est-ce qu'ils vont revenir? Je fais le pari que cette rencontre, puisque finalement l'art c'est s'adresser à un public, et le public en général est là, et qu'il va revenir. Mais il va falloir se remettre de quelque chose qui est que les liens n'ont pas proliféré. Et finalement, une anthropologue comme Emmanuel Lallemand a montré comment finalement on n'a plus que deux cercles relationnels, le cercle professionnel et le cercle familial. Et toutes ces prises de contact que l'on faisait pendant la première crise Covid, souvenez-vous de tous les coups de fil qu'on a passés pour prendre des nouvelles en France, à l'international, et bien là, ces cercles relationnels-là sont en train de se rétrécir. Donc c'est très ambivalent. Oui, il y a un risque. Non, il n'est pas certain que la consommation domestique va aller à l'encontre du retour dans les salles. Je pense que les festivals vont être pleins, vraiment. Alors ça y est, on y est, on est fin janvier 2021, les salles rouvrent, on se vaccine à tour de bras, tout va bien, on voit le bout du tunnel.
comment on fait revenir le public dans les salles. D'abord, qui revient en premier? Est-ce que vous avez une idée des plus fidèles? Non, je veux dire, moi, je reviens en premier. Parce que ça me manque beaucoup, en fait. C'est vrai que c'est aussi le sens de notre vie. C'est-à-dire, c'est aussi pour ça qu'on produit des films, ou on réalise des films, mais on est aussi d'abord et avant tout des spectateurs et des cinéphiles. C'est-à-dire que notre quotidien, il a été bouleversé. Enfin, je sais pas, moi, je vais 3 fois par semaine au cinéma. Maintenant, je suis avec mes enfants et mon mari. Enfin, je veux dire... l'angoisse. C'est l'horreur, quoi. Bah oui. non, mais c'est vrai qu'on parlait, par exemple, de plaisir, mais c'est vrai qu'il y a le plaisir, mais aussi ce qu'on fait ensemble. C'est-à-dire que, voilà, je sais pas, enfin, oui, dans la vie de famille, pendant le premier confinement, à part parler des devoirs et de ce qu'on va bouffer, on partageait pas des balades, le fait d'aller au cinoche ensemble, d'aller au musée, enfin, de faire des trucs ensemble. Et je parle du cercle familial, mais c'est vrai pour, évidemment, les autres cercles, même professionnels. Aller au cinéma avec mes réalisateurs, par exemple, enfin, les réalisateurs avec qui je travaille, c'est hyper important, c'est des moments aussi très forts. Donc oui, je crois que, déjà, moi, je vais retourner au cinéma très vite et aller tout voir, comme j'ai fait cet été, où j'ai vraiment tout vu. Et puis, j'ai l'impression qu'en tout cas, ramener le public, c'est aussi en proposant des films, une offre très diversifiée. Et ça, on a cette chance-là. C'est-à-dire, oui, il y aura 16 printemps, il y aura les films il y aura le film d'Axel, je ne sais pas quand est-ce que... Il ne va pas sortir tout de suite, mais enfin, il y aura une offre diversifiée, des documentaires, des films de genre, et que le public va trouver son compte là-dedans, et qu'il aura aussi ce plaisir-là de retourner en salle pour, avec ses potes, avec sortir, boire des coups, aller au cinéma. Enfin, je pense que ce plaisir-là, il va revenir. Parce que c'est un rituel, de façon d'aller au cinéma, c'est sortir de chez soi pour croiser des gens qu'on ne connaît pas, rester chez soi, comme tu disais, avec ta femme et tes enfants. Au bout d'un moment, il y en a marre. Et voilà, quoi. Donc, c'est sûr que la salle de cinéma, c'est sortir de soi-même. Voilà. Mais alors, on est tous d'accord, on adore la salle de cinéma, etc. C'est formidable. Mais alors, si on veut être un tout petit peu concret, il y a quand même un public qui la désaime un peu en ce moment. C'est le public des jeunes qui, s'il n'a pas sa dose de films américains, d'entertainment, de Marvel, de blockbusters, d'extraterrestres, de super-héros, comment on va le faire venir en salle, lui? C'est vous que je regarde, Manuel Chiche, parce qu'on s'est parlé au téléphone il y a quelques jours. Ce public-là, il voit ce qu'on lui a donné à voir majoritairement, et ce avec quoi il a été matraqué depuis sa plus tendre enfance. Donc à un certain moment, c'est une zone de confort. La vraie gageure, c'est l'incitation à la découverte. Et je pense qu'il y a une espèce de mini-fossé qui s'est probablement créé sur ce public-là. Il a trouvé plus à voir qui lui correspondait en tout cas plus aujourd'hui sur les plateformes que dans les salles de cinéma. Donc il y a une problématique, je pense, d'histoire. Il y a une problématique de façon de mettre en scène les histoires. Je pense qu'ils ne se retrouvent pas. Et puis il y a une problématique de façonner le désir pour les ramener vers ces histoires, sous réserve qu'elles existent. Et je pense que les exploitants en sont très conscients. Ils ont un public, on va dire, acquis dans les salles de cinéma. C'est celui qui est retourné au cinéma tout de suite entre les 2 confinements. Mais ce public-là, il va vieillir. Et comment est-ce qu'on le renouvelle? Puisque petit à petit, il va falloir quand même, si on veut que l'activité de la salle de cinéma, qui est quand même une expérience collective plutôt sympa, perdure. Mais il y a toujours des nouveaux vieux, c'est ça qui est bien. Oui, c'est sûr. Mais je pense que les exploitants et moi-même préférerions voir de nouveaux jeunes. Non, mais je suis très frappée par le fait que Caroline, Manuel, Michel, Axel, quand vous parlez des films que vous faites et que vous avez envie de faire, vous parlez de films de cinéma et vous les destinez à des films à des salles de cinéma. Pour vous, ça va de soi, quoi. Le cinéma, c'est en salle. À la base, pour tout le monde, oui, mais je pense qu'il va quand même falloir raisonner différemment. Il est nécessaire d'aligner tous les réseaux sur un même plan. Et peut-être qu'il y a des films qui seront plus désirables
sur des plateformes, peut-être qu'il y a des films qui seront plus désirables directement à la télévision, peut-être qu'il y a des films qui seront plus désirables directement au cinéma. Je pense que la question, elle mérite vraiment d'être posée. De toute façon, il y aura des besoins dans tous ces endroits-là. Et chacun aura besoin d'avoir des programmations différentes parce que chacun aura des ambitions différentes. Aujourd'hui, les exploitants doivent peut-être revenir d'une certaine manière aux fondamentaux. Quand je dis les fondamentaux, c'était s'emparer d'un film et le défendre sur la longueur. C'est quelque chose, aujourd'hui on est sur des produits de consommation courante qu'on évacue de manière très rapide. Ils y ont contribué aussi. Comment on va faire demain en 2021 quand il n'y aura pas de film américain? En tout cas sur les premiers mois. Il y en aura très très peu. On l'a vu post-premier confinement, Antoinette dans les Cévennes, qui est une proposition que moi je considère comme assez iconoclaste dans le paysage français. Voilà, le public y est allé. Il n'y avait que ça à voir, qui créait un désir. Il n'y avait pas de concurrence de films américains, donc on peut exister sans. Et les salles de cinéma pourront exister sans. Un très bon bouche à oreille, pardon, je le dis, parce que le film était réjouissant et a vraiment fait du bien à tout le monde. Oui, c'était le bon film au bon moment. Mais néanmoins, il a réussi à tirer son épingle du jeu. Ça reste quand même un petit film indépendant. Et pourtant, il s'est passé quelque chose. Je pense que c'est des choses à repenser. Sur un mode beaucoup plus collaboratif, j'entends, entre producteurs, distributeurs et exploitants, on peut encore faire exister de très belles choses sous réserve de s'y mettre, quoi. Et d'arrêter cette idée de produits jetables. Marie-Christine Bordeaux, c'est une vraie interrogation pour le cinéma, faire venir des jeunes qui, je connais des adolescentes, je les dénoncerai pas, mais j'espère qu'elles sont en train de vider le lave-vaisselle dans ma cuisine, qui regardent des films sur des téléphones portables et pour qui c'est complètement normal. Et donc, de temps en temps, un film suscite le désir d'aller hors de chez soi, de retrouver des copains, de payer sa place, de se retrouver avec des gens qui mangent du pop-corn. Mais finalement, c'est assez mystérieux ce qui crée le désir chez les jeunes spectateurs. Oui, peut-être parce qu'ils sont aussi saturés de propositions culturelles et dans des zones de leur vie qui sont très différentes. Moi, quand j'étais gamine, il n'y avait pas 36 endroits pour la culture. Il y avait la culture de la famille, la culture de l'institution, mais finalement, la culture de génération, elle n'était pas très, très développée quand j'étais jeune. Aujourd'hui, elle est très développée. Et les jeunes, mais pas seulement les jeunes, mais eux particulièrement, doivent gérer une exposition un peu comme on s'expose au soleil. Ils sont exposés aux médias de masse, aux industries culturelles, à la culture de l'école, à la culture de la famille, la culture du groupe de pairs, parce que les cultures de génération. Et c'est avec tout ça qu'ils vont faire leur culture. Et donc c'est un des défis de l'éducation artistique et culturelle. C'est pas de les emmener au théâtre ou au cinéma en disant c'est le seul endroit où ça doit se passer, puisque eux, ils savent bien que ça peut se passer ailleurs. Donc c'est pas la peine de leur expliquer le contraire. Eux savent, et ils savent autre chose. Mais c'est qu'ils puissent comprendre quelle est la particularité de cette expérience, l'immersion dans une salle noire. L'exposition, se faire happer par un film, par une image, par une danse, par une pièce de théâtre. Et c'est le vécu de cette expérience-là qui peut être, je dirais pas fondateur, parce que c'est un petit peu de la pensée magique de parler comme ça, mais voilà, déclencheur d'un intérêt et d'une prise de conscience. Et on doit lutter effectivement contre cette multiple exposition à des cultures différentes et qui sont sur des supports ou des modalités différentes. Mais alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des films à destination du jeune public, c'est-à-dire se dire on va fabriquer des films qui leur seront spécialement destinés, comme je sais pas. C'est ce que fait Netflix. Ouais, mais donc ça fonctionne à ce niveau-là. C'est des répétitions de formules générées par leur algorithme de lecture. C'est-à-dire telle série qui traite de la mafia italienne est super consommée, donc on va en faire plusieurs. Et donc on va répéter la même formule à l'infini. Moi je reste persuadé qu'il y aura une lassitude face à ça et qu'à un moment l'envie d'être surpris devrait renaître. Après à nous d'expliquer
que ça va être surprenant. Et de le faire vivre, parce qu'il y a l'expliquer, mais c'est vrai que, par exemple, on a tous, je crois, fait l'expérience d'accompagner une classe de maternelle au cinéma. Pour certains d'entre eux, c'est la première fois qu'ils vont au cinéma. Il y a quand même un truc assez magique, c'est-à-dire qu'il y a quand même ce truc de l'écran, enfin voilà, de l'écran, de la géant, salle, l'écran géant, de la première fois qu'ils voient des images projetées. Enfin, il y a cette magie-là, on la retrouve. Et puis plus tard, enfin moi je sais que par exemple mes enfants, souvent je les ai emmenés voir des films en karaoké. Enfin, c'est un truc un peu cheesy, hein, enfin un peu ringard et vous tout. Aimez vraiment vos gosses, vous, hein. Vraiment. Je les oblige. Et c'est vrai qu'aller voir les Demoiselles de Rochefort en karaoké, c'est juste une expérience dingue. Et c'est bourré d'ados qui chantent ces chansons. Et voilà, et c'est vrai qu'ils regardent Netflix, mais en même temps, le film qu'ils peuvent voir 52 fois, c'est quand même les Demoiselles de Rochefort. C'est pas, ils vont pas regarder une série 3 fois de suite. Enfin, et il y a quand même cette culture-là. Et après, évidemment, l'éducation à l'image, c'est super important aussi. C'est tous les dispositifs qui sont mis en place. Moi, j'en fais partie au CNC. Je trouve ça passionnant de parler avec des profs, de parler avec des psychologues. Enfin, voilà, de comment, qu'est-ce qu'on leur propose, qu'est-ce qu'on leur montre à voir. De plus en plus des films de genre, justement. On a envie d'en introduire de plus en plus cette culture-là. Enfin, il y a quand même plein de trucs à faire pour que ces jeunes retrouvent le plaisir de la salle, quoi. Moi, personnellement, je crois beaucoup à l'incarnation d'une œuvre par un être humain. Moi, je regarde beaucoup de séries, j'aime beaucoup ça. Et je vois aussi beaucoup de films. Et je trouve que quand même une différence énorme entre la série et un film de cinéma. Une série, en fait, on ne sait pas qui les a faites. Les critiques de séries savent que, voilà, qui sont les gens qui écrivent les séries, mais le spectateur de base est incapable de citer le showrunner, le scénariste ou même le réalisateur d'une série. C'est quand même fondamentalement un produit anonyme, aussi merveilleux soit-il. Le cinéma, quand même, c'est vraiment différent. C'est un art qui fonctionne sur sur quelque chose de plus classique. Une œuvre a un visage et une signature et un nom propre. Et que pendant des années, on allait voir un film de Truffaut, je ne sais pas, un film de Piala, un film de Noémie Lovski, un film de Desplechin, et qu'il y avait quand même une œuvre s'incarner dans un nom propre et dans un être humain, et que ça crée quand même quelque chose d'extrêmement attractif. On allait voir un film, mais on suivait aussi la pensée de quelqu'un, on faisait connaissance avec la pensée de quelqu'un, et on prenait des nouvelles de cette personne tous les 2 ans. Voilà. Et je ne vois pas pourquoi ce schéma qui était si puissant, de même qu'on allait voir un film d'Hitchcock, les gens qui aiment La mort aux troupes savent que c'est un film d'Hitchcock. Voilà. Et je ne vois pas pourquoi ce schéma aussi puissant où une œuvre est incarnée par un nom propre et un être humain serait périmé. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas sur un gamin de 15 ans alors que ça a été si puissant pour nous. Et peut-être qu'il y a un travail pédagogique à faire. Alors, j'aime pas tellement ça parce que je pense que la sommation adulte sur les jeunes, elle est complètement à côté de la plaque. Voilà, quand on est jeune, on n'a surtout pas envie de voir ce que nous indiquent de voir les adultes et qu'il faut trouver une manière un peu plus rusée, voilà, de lancer les choses. Mais je vois pas pourquoi cette espèce d'attraction incroyable qui est une œuvre incarnée par un être humain qui a des choses à vous raconter pourrait pas encore marcher aujourd'hui. Par exemple, pour moi, une des grandes forces de Tarantino, c'est qu'à la fois, il fait un cinéma extraordinaire de divertissement et en même temps, il incarne son cinéma. Quand Tarantino parle, il est absolument passionnant. Il est le visage de son œuvre. Et je me demande si nous, cinéastes, on ne devrait pas, de manière un peu volontariste, être un peu plus les visages et les paroles de nos œuvres et se donner la peine de mettre en avant quelque chose de puissant sur le cinéma. Voilà. Moi, par exemple, je regrette un tout petit peu les années 80 où dans Apostrophe, il y avait des cinéastes qui étaient invités. Je me souviens d'avoir vu fugitivement Truffaut, alors j'étais vraiment très petite, ou Jacques Rivette, etc. Je ne savais pas du tout qui étaient ces gens, mais je m'arrêtais devant la télé et je sentais bien, du puits de mon ignorance, qu'il se passait quelque chose avec ces gens qui parlaient de leurs films. Ou même Piala. Voilà, je regardais les coups de colère de Piala au César. Je ne voyais pas du tout ces films, mais je sentais qu'il se passait quelque chose autour de cet être humain, de sa pensée, du film, de ses acteurs, et que c'était puissamment attractif. Et je ne sais pas pourquoi, je trouve que cette incarnation d'une œuvre par un visage humain, c'est un peu perdu, pas dans les films eux-mêmes, mais peut-être dans les discours ou les dispositifs qui accompagnent le cinéma. Voilà. Et je suis sûre que les enfants et l'adolescent, sans se le formuler, vont se lasser à un moment donné de l'anonymat absolu des productions quand même de plateforme, et qu'il suffit que tout d'un coup, il y ait une œuvre qui s'incarne dans un visage et dans un être humain puissant pour que quelque chose se produise.
Voilà. Là où certaines plateformes sont très fortes, c'est que par exemple Scorsese, Cuarón, ils vont signer un grand film de 2h30, 3h30, très cher, totalement libre sur Netflix. Et puis tout à coup, Fincher, dont par exemple beaucoup de jeunes cinéphiles suivent le travail assez passionnément, Fincher dit mais moi je signe pour 4 ans sur Netflix et mon nouveau studio hollywoodien, c'est ça, c'est Netflix, c'est une plateforme. Ça vous inspire quoi, Caroline ? C'est des signatures, donc oui, c'est des gens qui n'ont plus rien à prouver. La question, c'est que vont faire les plateformes, quel rôle de découvreur vont avoir ces plateformes, c'est-à-dire le travail que nous on fait, les petits producteurs dans notre coin. Oui, qui sera là pour les faire dans ces plateformes-là? Les nouveaux talents, est-ce qu'ils vont émerger grâce aux plateformes? Moi, je crois que non, mais. Le truc, c'est qu'il faut absolument que le cinéma reste une industrie du prototype, c'est que ça soit l'endroit où on a la possibilité d'inventer des formes, d'inventer des manières de raconter, que tout soit pas comme une autoroute, par exemple, scénaristique. Or, même dans la structure de financement du cinéma français, ça pousse à l'autoroute des fois. C'est-à-dire que même quand France 3 finance en partie un film, ils veulent que le film puisse passer sur France 3. Et ça veut dire quand même suivre un chemin narratif. Ça veut dire que tiens, est-ce que vous pouvez prendre Lucchini, parce qu'à France 3 on aime beaucoup Fabrice Lucchini, par exemple, un genre de choses comme ça qui fait que il faut essayer de protéger la liberté de création. Et la liberté de création, c'est donc inventer son chemin et ne pas avoir des chemins préconçus, même de production. Et voilà, c'est aussi quelque chose qu'il faut dire, par exemple, aux financiers des films, comme par exemple les chaînes de télé. Je veux dire, on ne fait, si France 3 vous financez un film de cinéma, c'est pas nécessairement pour l'adresser à votre public qui a plus de 65 ans, par exemple. Laissez-nous faire autre chose, laissez-nous les surprendre. Et elles le font un peu. Oui. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est pas la même chose. Enfin, comme tu dis, on peut aussi faire des films sans France 3. Enfin, je veux dire, moi j'en fais tout le temps. Hein. Et je sais pas pourquoi je dis France 3. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a 1000 façons. Enfin, heureusement, un peu le côté excitant de notre métier, c'est aussi qu'on nous ferme tout le temps des portes et qu'on passe par la fenêtre, qu'on trouve des moyens de faire autrement, qu'il y a 1000 façons de produire et 1000 façons de financer un film. Or, quand le seul choix que tu as, c'est les plateformes, en gros, tu en as 3. Enfin, tu vas voir Netflix, tu vas voir Amazon. Moi, c'est ce que je trouve très frustrant dans la production de télévision. C'est-à-dire qu'en gros, tu passes un temps fou à développer des idées. Puis, si les chaînes ou maintenant les plateformes te disent non, tu fous ton truc dans un placard et next, tu passes à autre chose. Enfin, ça, c'est quand même assez frustrant. Enfin, moi, j'ai rarement abandonné des projets et je vis à chaque fois. Enfin, je vivrais super mal si je devais le faire. Donc, cette manière-là de produire, elle est différente, mais elle ne correspond pas à tout le monde, c'est sûr. Mais c'est sûr, un des dangers, quand les plateformes, et je ne sais pas si on va parler de ce sujet, vont rentrer dans la production française, c'est le côté vertical. C'est-à-dire que quand vous aurez Netflix qui finance à 100% un film de cinéma, Netflix a une ligne éditoriale. Donc là, on va être complètement dépendant. Donc il faut absolument que le financement, le cinéma français a toujours préservé, est un financement morcelé, parce que du coup, le pouvoir artistique reste au niveau du producteur et du réalisateur. Et c'est ce binôme-là qui crée la liberté. Donc ça, il faut faire très attention dans l'avenir. Même s'il y a une manne financière qui arrive des plateformes, il faut garder l'éditorialisation des films. Je ne sais pas si on peut dire ça. En tout cas, le point de vue artistique, tout simplement. Parce qu'alors effectivement, pour résumer, pour les gens qui nous regardent, peut-être qui ne sont pas très au fait de la production du cinéma, qui est quand même un petit peu compliquée en France, mais qui est aussi vertueuse, les chaînes de télévision et les canaux, les diffuseurs sont amenés à participer à une certaine hauteur de leur chiffre d'affaires à la production d'œuvres françaises et européennes. Et il y a une directive qui s'appelle la directive SMA, qui est en train d'être fignolée, négociée, qui sera votée pas pour janvier, ça c'est sûr, mais en tout cas dans les mois qui viennent, et qui vise à ce que les plateformes, elles aussi, à partir du moment où elles font un chiffre d'affaires en France et en Europe, contribuent
à la production et au financement des œuvres françaises et européennes. Donc ça veut dire qu'à terme, effectivement, il y aura des films français produits ou coproduits, sûrement coproduits souvent par Netflix, par Amazon, par Apple TV, par Disney+, par voilà, et que voilà, qu'est-ce que ça dessine pour vous et qu'est-ce qu'il faut surveiller, réclamer pour que ça soit à notre avantage, clairement? Ce ne sera jamais totalement à notre avantage, mais c'est la loi des affaires. Et il faut que chacun, de toute façon, s'y retrouve. On va se retrouver face à un paysage, comme je le disais tout à l'heure, avec un alignement de besoins qui seront assez divers, avec l'avantage effectivement que tout le monde contribue à la création, ce qui fait un système de vase communicant et permet d'avoir un cinéma national qui est quand même, je trouve, très vivace. Après, le formatage, c'est à chacun de décider quelle sera la négociation, par exemple, avec ces ogres d'apparence que peuvent être les plateformes. On peut ne pas y aller et se dire on va le faire ailleurs ou on va le faire autrement. À partir du moment où vous décidez d'y aller, vous acceptez la règle du jeu, quelle qu'elle soit. Il y a pas mal de producteurs français qui ont fait financer leurs films par Netflix, qui étaient très contents de le faire parce que, évidemment, ça leur assure une rentrée de frais généraux. Ce sont des entreprises comme les autres. Et ils ont vu quels étaient les avantages et les inconvénients de Netflix. Je pense qu'aucun producteur indépendant n'est prêt à devenir un employé de Netflix, comme aucun réalisateur n'a envie de devenir un employé de Netflix. Bon, en même temps, c'est du boulot. Il y a des fois, ça peut aider. Mais c'est quand même, il y a des contraintes que parfois on a le droit de ne pas assumer. Donc, je pense que tout ça est en train quand même de changer singulièrement. Et je reviens à l'avantage de base. On a cette chance qu'une plateforme sur son public local ait besoin de films ou de séries locales. Donc, on a face à nous une multitude de portes ouvertes. Faudra juste choisir laquelle est la bonne, film par film. Et essayer de ne pas trop aussi sacrifier les acteurs historiques, c'est-à-dire on avait quand même un système qui était assez vertueux, et enfin on a, je veux dire, qui va bouger là dans les prochains mois, etc. Mais on a un système quand même assez vertueux avec des acteurs historiques comme Canal+, comme on en parlait, France Télévisions, et le CNC, etc. Et tout ça, voilà, c'est pas à balayer de manière légère. C'est-à-dire que oui, c'est important que les plateformes contribuent et qu'elles soient, en fait, c'est pas non plus leur désir premier, hein, c'est qu'elles vont y être contraintes, mais il ne faut pas affaiblir les autres acteurs du marché. Alors, forcément, en 2021, 2022, enfin, la chronologie des médias, ce qu'on appelle la chronologie des médias, va être bouleversée par tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des fenêtres de diffusion. Quand je résume très très vite et vraiment à la hache, mais quand vous participez à la coproduction d'un film ou quand vous achetez sa diffusion pour une chaîne de télévision, mais vous avez un laps de temps qu'il faut attendre entre sa sortie en salle et sa diffusion. Donc ça varie de 4 mois, 3-4 mois pour le sortir en VOD, en DVD, etc. Et puis après, il faut attendre 6 mois pour pouvoir le passer sur Canal+, et puis après, ou sur OCS, et puis après, sur une chaîne hertzienne, et puis après, voilà. Donc, ça recule, et effectivement, pour les plateformes, c'était jusqu'à 36 mois, je crois, pour pouvoir, c'est 36 dans mois. la chronologie actuelle telle qu'elle existe depuis 2018. Si les plateformes se mettent à coproduire des œuvres françaises, évidemment, elles vont exiger d'avoir les mêmes avantages que les coproducteurs et producteurs de films historiques. Donc, cette chronologie, que d'aucuns jugent obsolète par ailleurs, va forcément changer. Quel est votre sentiment là-dessus? C'est-à-dire, est-ce que de se dire qu'un film sort en salle et puis 3 mois après, voilà, il est dans la foulée sur une plateforme ou une chaîne de télévision, est-ce que pour vous c'est concevable? Axel, Repère. Alors c'est vraiment un gros sujet parce que il y a à la fois des effets vertueux là-dedans et des effets pervers qui sont assez redoutables. Nous à la SRF, notre crainte, c'est qu'avec cette refonte de la chronologie des médias, il y ait une espèce de turbulence extrême qui se passe en fait dans la salle de cinéma
et que l'exploitation en salle de cinéma devienne vraiment une jungle où évidemment ce seront les petits films qui feront les frais de ça. Nous, par exemple, à la SRF, on ne veut pas entendre parler de ce qu'on appelle le e-cinéma, c'est-à-dire la possibilité que des films de cinéma sortent directement, sans crier gare, sur une plateforme, sans travail d'éditorialisation, sans passage par un festival, sans travail de la presse. Voilà, on a un tout petit peu peur que l'effet de ça, c'est l'effet un peu poubelle, pour les films dits fragiles qui, par ailleurs, peuvent très bien avoir une belle carrière en salle. Notre souci aussi, c'est vraiment le maintien de la salle de cinéma, pas du tout par corporatisme ou par fétichisme, mais c'est parce qu'on pense que c'est quand même le cœur de notre métier et le cœur de vie d'un film. Et en même temps, on a conscience qu'il y a quand même un embouteillage de sorties, qu'il y a beaucoup de films, qu'il y a des films qui, même dans le cadre d'une sortie classique en salle de cinéma, en fait, sont retirés au bout d'une semaine et que c'est dramatique pour eux. Donc voilà, comment au sein de ces différents soucis, c'est-à-dire préserver la salle de cinéma, préserver les films dits fragiles, en même temps apporter une souplesse dans un système qui est devenu un petit peu rigide et obsolète, comment on arrive à penser tout ça? Voilà, à vrai dire, c'est très compliqué. Je pense qu'on peut avoir tous la même ligne de conduite, c'est-à-dire qu'on est tous très très attachés à la diversité du cinéma, qu'il y ait des films pour tout et pour tous, des petits films, des moyens films, des gros films qui traitent de tous les sujets possibles. Et c'est ça qui fait vraiment la force du cinéma français. Donc, quoi qu'il arrive, quelles que soient les négociations, on va tous se battre pour ce même résultat. Et des films de cinéma vus au cinéma. Je pense que là-dessus, je crois que c'est un combat où on est tous sur la même ligne. Ça, c'est sûr. Manuel Chiche. De toute façon, à chaque endroit, pour être attractif, il faut du neuf dans la vitrine. Je pense que ça, c'est la base. Si tous les films produits sont uniquement destinés aux salles de cinéma, je pense que ça sera très compliqué. C'est l'embouteillage hebdomadaire dans les salles de cinéma et surtout les difficultés à faire exister un film, à donner envie aux gens d'aller le voir, peuvent créer une vraie problématique. Axel parlait des films liquidés au bout d'une semaine, mais ils sont très nombreux. Très. Oui, mais on a vu là que quand il n'y avait pas de blockbuster américain, que des petits films fragiles, quand ils étaient convenablement exposés, pouvaient attirer beaucoup de monde. C'est vrai, mais certains d'entre eux, à 20 films par semaine, c'est une situation qui est très complexe à gérer. L'exploitant, de toute façon, ne peut pas le faire. Donc à un moment, il faut regarder les choses de façon un peu pragmatique. Si vous n'avez pas de possibilité d'exposer votre film à l'endroit que vous désireriez, il y a peut-être moyen de faire autrement. La vraie problématique du film, c'est, je pense, pas tellement où il existe, mais s'il existe. Et comment vous arrivez à donner envie à un public qui peut être le public naturel de votre film, de venir le voir. Et là, c'est un travail que ni les plateformes ne sont capables de faire, et ni les chaînes de télévision. Enfin, un peu plus les chaînes de télévision qui ont eu l'habitude de l'éditorial. Mais les plateformes ne font pas ça, puisque vos noms d'artistes disparaissent. Aujourd'hui, un film sur une plateforme, on ne sait pas qui l'a réalisé. C'est un truc très neutre, c'est un produit. Mais se dire que le passage obligé est la salle du cinéma, bien sûr qu'on le désire tous. C'est juste que ça ne sera pas possible pour tout le monde. Et je pense qu'il faut s'y faire. Je suis désolé d'être un peu radical, mais... J'ai envie de dire que le problème n'est pas simplement aussi des petits films fragiles, il y a aussi quand même le problème des gros films qui coûtent très très cher et qui en vérité ne sont pas du tout rentables et qui sont un tout petit peu l'arbre qui cache la forêt. Enfin, si on veut vraiment examiner le bilan des sorties, le bilan comptable des sorties. Voilà, je veux dire, il ne faut pas jeter l'opprobre que sur les petits films fragiles. Si vraiment on pose la question de y a-t-il trop de films, il n'y a pas simplement trop de petits films fragiles, il y a aussi beaucoup de grosses productions très médiocres. Ne jetons pas l'opprobre que sur ça. Non, mais le propos n'est pas de dire il faut faire attention aux petits films et il faut qu'il n'y ait que des gros films. C'est juste que tous les films ne sont pas désirés par le spectateur. Qu'ils soient gros ou petits n'est pas le problème. La problématique est comment est-ce qu'on crée ce désir et est-ce que ce désir peut exister sur la durée. Et ça, c'est une vraie problématique qui, aujourd'hui, est irrésolue.
Alors, est-ce que dans les pistes possibles, hein, est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, je pense au cas Warner. Warner, donc la Warner Bros, gros studio américain, elle a annoncé d'abord pour Wonder Woman, et puis finalement elle a dit, allez, tous nos films de 2021 sortiront à la fois en salle, quand c'est possible, hein, il y a peu de salles ouvertes aux États-Unis, et sur notre plateforme HBO Max, propriété de AT&T. C'est un choc énorme dans le monde. Je peux vous dire que Denis Villeneuve le dit dans les journaux, il n'est pas content du tout de voir son Dune arriver en même temps dans 40% des salles de ciné et une plateforme. Mais en même temps, je me disais, moi, qu'à contrario, pour le cinéma français, est-ce que ce serait une si mauvaise idée que ça? Je pense aux films qui n'ont pas forcément la place, qui vont se retrouver dans 30 salles françaises pendant 8 jours, et puis éjectés parce qu'on n'aura pas eu le temps de faire connaissance avec eux, parce que les gens ne peuvent pas tout voir le même mercredi, parce que voilà. Est-ce que ces films-là, qui ont peu d'écran pour s'exprimer, ne pourraient pas bénéficier d'une sortie VOD hyper rapprochée, voire simultanée? Ça vous parle? Je vous vois tordre le nez, Caroline. Ouais, moi, j'y crois pas trop, en fait, parce que justement, ce qu'on disait juste avant sur la sortie en salle, quelque part, même si ton film sort sur 10 copies le mercredi, il a les mêmes chances, enfin, en tout cas, tu existes de la même manière que les autres films le mercredi. Enfin, en tout cas, par rapport à la presse. Donc, par exemple, pour faire émerger un réalisateur, même sur une toute petite sortie, tout d'un coup, tu peux faire l'ouverture de Télérama, tu peux faire... et tu vas exister en tant que cinéaste sur une plateforme VOD. Non, mais si on fait les deux, si on fait et les 30 salles et l'ouverture des pages critiques de Télérama et une sortie VOD simultanée, pour que ceux qui ne sont pas à proximité des 30 salles où se joue le film puissent le voir aussi, pour qu'éventuellement, voilà, au lieu de faire 32 000 spectateurs, il en fasse 150 000, on ne sait pas. Et est-ce que ça pourrait être vertueux? Cette hybridation, en fait, qui casserait la chronologie des médias, pour certains films, pas tous, pas ceux qui déboulent sur 1000 copies et qui mécaniquement vont marcher. Moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut faire attention aux expérimentations et qu'elles ne deviennent pas la règle, parce que c'est aussi la facilité, c'est-à-dire que nous, on a beaucoup de contraintes et que ces contraintes, elles nous protègent. Et elles protègent les artistes, elles protègent les réalisateurs. Et que voilà, il faut être prudent. Évidemment, moi je suis pas contre expérimenter des choses, mais j'ai l'impression qu'il faut voilà, regarder quelles conséquences elles peuvent avoir et être relativement prudent là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, mais je pense qu'un petit film comme ça qui sort sur 30 copies, qui sort sur Netflix, il disparaît complètement dans Netflix. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune chance qu'il soit mis en valeur. Qui soit éditorialisé, enfin qu'il y ait un vrai travail dessus. Donc oui, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que non, la salle doit rester l'alpha et l'oméga du cinéma. Je crois. D'accord. Ouais, non, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce qu'en fait, des propositions de ce type visent à organiser l'offre comme la réception est déjà elle-même organisée au départ. C'est-à-dire que tout le monde, vous, moi aussi, hein, on regarde des films sous différents supports. On va les voir en salle, on va les voir ou les revoir à la télévision et parfois sur plein d'autres supports. Mais c'est jamais, enfin c'est un pari quand même délicat que d'organiser l'offre en fonction des conditions de réception. Et la question qui se pose, c'est que si on confie aux plateformes, c'est-à-dire aux algorithmes de recommandation, le soin de construire des publics, mais on sait très bien que pour des films rares, exigeants, les algorithmes ne vont pas fonctionner. Donc la question, c'est où sont les médiateurs? Parce que finalement, quand on voit, par exemple, enfin, le cinéma d'auteur en France, c'est le produit d'une économie particulière, mais c'est aussi le produit d'organisations qui ont fait la cinéphilie. Enfin, je veux dire, on est, alors peut-être les plus jeunes d'entre vous moins, mais ça existe encore. J'ai vu dans les statistiques encore récemment. Enfin, nous sommes les enfants des ciné-clubs, nous sommes les enfants de l'éducation au cinéma pour les plus jeunes d'entre nous. Et c'est vrai que se fixer uniquement sur les plateformes, c'est oublier le fait qu'il faut des médiateurs. Et à cet égard, la politique culturelle de la France, qui a acté et entériné et aggravé la fracture entre l'éducation populaire et puis le monde de la culture, on va dire, institué, ça a été une catastrophe.
photographe, parce que ce que Axel décrivait, voilà, identifier un visage, identifier une personne, aimer ce que cette personne dit et la manière dont elle le dit, dont elle vit, quelque chose qu'on n'a pas encore vu, eh bien ça c'est quelque chose qui peut s'organiser. Mais ça demande beaucoup de moyens, ça demande beaucoup de soutien et ça demande aussi une analyse de ce qui fait médiation dans la société. Et c'est vrai que les meilleurs médiateurs pour nous, ça reste quand même les distributeurs. C'est vrai que moi je vois le travail que fait Manuel sur des films parfois même compliqués comme Adoration, etc. Il y a quand même un travail d'une grande minutie avec presque des choses fétichistes sur des objets, sur un magnifique dossier de presse. Enfin, je sais pas. Mais c'est de la haute couture. C'est de la haute couture et ça, rien ne remplacera ça. C'est-à-dire, on est tous, voilà, on a tous envie de garder le ticket de cinéma d'un film qui nous a marqué. Enfin, je veux dire, ce travail de précision et d'amour du produit, enfin, il est, quelle que soit l'issue, parce qu'on a toujours envie de croire que nos films vont marcher, et puis parfois c'est pas le cas, et voilà. Mais en tout cas, lui donner sa chance. Pour l'instant, moi, je vois que les distributeurs de salles qui font ce travail-là, pas les autres. Mais le truc, c'est que ce travail, il est déclinable, quel que soit le support final. Qu'on accompagne un film vers une salle de cinéma ou qu'on accompagne un film vers une chaîne de télé ou vers une plateforme, ce travail d'accompagnement, il est indispensable et aujourd'hui, il n'est pas fait, en tout cas sur les plateformes. Vous avez tous entendu dire, voilà, je suis paumé, j'ai passé 1 heure à chercher ce que je voulais voir, etc. Enfin, on voit bien que la création du désir, elle n'existe pas en réalité. Alors oui, ils utilisent les réseaux sociaux et certains youtubeurs pour faire un peu de promo sur certains films, etc. Mais comparativement à l'hypermarché que peut être une plateforme, très peu de choses existent. Et ce travail d'accompagnement, de toute façon, il est nécessaire et c'est la clé vers le public. Donc il faut bien qu'il y ait des gens qui le fassent. Et je ne dis pas que c'est moi. En fait, je trouve que la grande différence quand même entre l'exploitation en salle et l'exploitation sur une plateforme, c'est que l'exploitation en salle, il y a une pensée sur les films qui est déployée à différents niveaux. Le réalisateur, le producteur du film, le distributeur, l'exploitant, la presse, les festivals. Voilà, c'est des gens qui ont un amour du cinéma et qui déclinent une pensée sur le film qu'ils vont lancer, voilà, dans la jungle. Et que cette pensée qui est déployée sur le film à des échelons divers et selon comment dire, des qualités diverses, elle protège le film, voilà, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'un film n'arrive pas tout nu dans une salle de cinéma, il arrive entouré de la pensée du producteur, du distributeur, de l'exploitation, de la presse de cinéma, etc. Un film sur une plateforme, mais il arrive à poil, en fait, sauf quand on s'appelle Fincher et qu'on a une image de marque. Sinon, il arrive tout nu, et un film qui arrive tout nu est mort et avalé en 2 minutes. Et je pense que tant que les plateformes n'auront pas fait ce travail de déployer, construire une pensée sur les films, je ne pense pas que ça soit du tout une bonne voie pour les films de cinéma. Voilà. Pour moi, c'est presque un crash annoncé, en tout cas pour la majorité des films qui ne sont pas des films avec des images de marque hyper puissamment marketés comme un film de Fincher, et qui pourtant ont tout à fait des chances de plaire à un public. On les balance sur une plateforme sans ce travail. Penser un film, c'est mort, quoi. Actuellement, c'est mort. Alors peut-être que c'est aux plateformes de faire un énorme travail de penser sur les films, de réfléchir à qu'est-ce que c'est que la critique de cinéma, qu'est-ce que c'est que la cinéphilie, qu'est-ce que c'est qu'un réalisateur, qu'est-ce que c'est qu'une personne qui est derrière une œuvre, et qu'ils se mettent à travailler ça. Voilà, c'est pas tant un travail d'éditorialisation que de penser. Comment on pense un film. Pardon. Oui. Non, mais ça se fait quand même. Il y a quand même des exemples positifs comme la Cinétech, qui sont justement qui est une plateforme de films de patrimoine, comme on dit. Oui, qui fonctionne avec un pass ou à la VOD ou à l'achat de films, qui n'est pas une plateforme de streaming infinie. Oui, mais qui fait ce travail d'éditorialisation avec justement en mettant des visages, puisqu'en fait c'est les choix des réalisateurs, leurs films préférés, etc. Et ça, en effet, pour un cinéphile, enfin pour n'importe qui d'entre nous, c'est un outil génial, et notamment pendant le premier confinement où on ne pouvait pas aller au cinéma, etc. On a tous revu plein de films sur la Cinétech, et ça nous a un peu sauvés
la mise. Mais du coup, alors puisque je suis toujours dans ma projection là 2021, on est fin janvier, février, mars, avril. Vous avez des films à sortir. Je parle même pas de la coupure de Cannes. On vient d'apprendre que Berlin aurait lieu en virtuel. Bon ben voilà, Cannes, on ne sait pas, mai, juillet, août, on verra bien. C'est un moment très très important dans la vie du cinéma français et du cinéma mondial, hein, le Festival de Cannes. Voilà, l'embouteillage fou qui se dessine entre janvier et mai. Vous l'appréhendez comment? Parce qu'un film peut aussi se retrouver tout nu et tout malheureux quand il sera parmi 35 autres films ou 30 autres films un mercredi. Manuel, vous avez à la fois la casquette du producteur et du distributeur. Je prends celle du distributeur. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir beaucoup de films tout nus. Il va y avoir beaucoup de films tout nus. Ça, on n'y échappera pas. Aujourd'hui, on devient vite défraîchi. Donc, il y a des films qui sont sur les étagères de beaucoup de distributeurs, donc contraints et forcés, depuis, pour certains, 12 mois. Là, les 6 mois qui viennent, va falloir quand même les exposer. Ça prend du temps, comme Axel le disait au départ. Certains films ont déjà fait une partie du travail, d'autres pas. Pour lancer un film, il faut grosso modo entre 3 et 4 mois pour que le travail soit correctement effectué et que le film puisse acquérir une notoriété, en tout cas. Là, je pense que tout le monde va un peu bâcler le travail parce que ça va être une espèce de réaction en chaîne. Il y a des besoins sur un certain nombre de chaînes de télévision d'approvisionnement. Ils diront mais c'est pas grave, sortez vite, on regardera pas le nombre de copies, mais il faut qu'on soit approvisionné. Ils pourront pas se permettre d'avoir de trous dans leur programmation, donc ça va être un peu il y aura des choses qui seront sacrifiées inévitablement. Elles seront sacrifiées pour les distributeurs, elles seront sacrifiées surtout pour les artistes qui les ont faites, et elles seront sacrifiées pour le public qui trouvera un accès à ces œuvres plus tard. Honnêtement, je ne peux pas te donner un message d'espoir sur les 6 mois qui viennent, ça va être une boucherie. Ok. Voilà. Non, alors, un peu d'espoir quand même. Michel, maintenant que vous avez entendu tout ça, vous êtes très confiant pour la sortie de Pingouin Goéland et leur Saint Petit en mars? Bah oui, c'est comme les bouchons au péage de Saint-Arnoux, quoi. Faut attendre que ça se fluidifie. Tant pis, hein, si le film ne peut pas être bien exposé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais du coup, ces dates, est-ce qu'il faut passer avant le Festival de Cannes, en gros? C'est ça ma question. Quand aura lieu le Festival de Cannes? C'est aussi la question. Non, mais je veux dire, il y a plus, justement, tout ce qui était déjà... En fait, c'est aussi peut-être l'occasion de repenser tout ça, c'est-à-dire le rapport au festival, enfin le rapport de dépendance à Cannes, tout ça a un peu volé en éclats. Enfin, je dis pas que... J'espère et je fais confiance à Thierry Frémaux pour... N'allez pas nous le fâcher. Non, il n'en est pas question, et je sais qu'il se battra pour que le festival ait lieu, et c'est absolument nécessaire et vital pour tous autant que nous sommes. Mais c'est vrai je comprends ce que tu dis, Manuel, mais on ne peut pas non plus baisser les bras. Mais c'est pas baisser les bras, c'est juste accepter que pendant 6 mois, ça va être compliqué. Et ça ne peut pas être autrement. Peut-être que le terme est un peu fort, mais ça y ressemblera quand même. Après, il y a quand même un bémol. Peut-être que effectivement, les studios lâcheront pas leurs films, puisqu'ils sont en sortie mondialisée, nous pas forcément, pendant ces 6 mois. Auquel cas... Il y a quand même de la place. On ne sait pas encore, Caroline, on refait plus les calendriers là. Donc, non, mais je comprends. Mais je veux dire, si les Américains sortent pas tout de suite, ça nous fait quand même de la place, nous, pour nos films. Oui, mais on pensait, après le premier confinement, qu'ils ne sortiraient pas des films. Et finalement, ils en ont placé pas mal en mode éclair, inattendus, programmés à la dernière minute et qui ont évacué d'autres films. Donc ça peut encore se passer. Aujourd'hui, personne ne connaît les plans des studios. On sait tous qu'on a une partie du public qui a été biberonnée au cinéma américain, qui, on va dire, est une espèce de zone de confort. En gros, vous savez ce que vous allez voir, vous ne serez pas surpris ni forcément très déçu. Voilà, c'est un choix, hein, c'est un peu comme retrouver les héros récurrents d'une série télé, c'est confortable. Donc,
voilà, je vois pas comment ça peut être autrement, mais aujourd'hui, vous dire, voilà quel est le plan. Non, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même plein de films là qui devaient sortir en novembre-décembre, qui sont des films ultra populaires, qui donnent envie. Enfin, je veux dire, on a vu les démarrages d'ADN. Il y a quand même des films que le public a vraiment envie de voir, et des films qui devaient sortir, qui vont arriver et qui seront là aussi pour répondre à ce besoin du public et cette envie de retourner en salle. Et non, clairement. Il n'y aura pas de film américain, nous on sera là. J'espère. Mais je ne peux rien garantir à ce stade. Oui, les films qui étaient sortis avant le confinement devraient pouvoir être réamorcés correctement à la réouverture des salles, mais il ne faut pas se leurrer, ils ont quand même un handicap. Quand ils arriveront, près de 3 mois après, j'espère, dans les salles de cinéma, je suis désolé, on aura l'impression qu'ils sont déjà défraîchis. Et on n'y peut rien, c'est factuel. Ah ouais, j'ai vu ça, c'était il y a 3 mois. Eh ben non, le public, il aura envie de se diriger vers des choses plus fraîches. C'est injuste, c'est terrible pour les gens qui ont fabriqué ces films et qui ont mis toute leur énergie, mais il y a de fortes chances que malheureusement ça se passe. C'est pas comme si on était face à une situation sur laquelle on avait un quelconque contrôle. Le seul truc qu'on peut faire tous, c'est limiter la casse. Alors, pour tempérer l'anxiété du distributeur, effectivement, on a affaire à un embouteillage de films. C'est absolument dramatique. C'est vraiment dramatique parce que les films, c'est pas comme les livres. En fait, qu'un livre sorte avec 2 ans de retard, un roman, ça n'a aucune importance en vérité. Il y a une espèce d'éternité dans la littérature qui fait qu'on peut très bien même lire un livre 50 ans après sa parution comme s'il avait été édité la veille. Le cinéma est vraiment un art de l'époque et ce qui fait à la fois la force du cinéma, c'est-à-dire sa capacité à être en diapason avec l'époque et sa fragilité, c'est qu'effectivement un film se périme très vite. Voilà, le cinéma est très périssable d'une certaine manière. C'est ce qui fait sa force, sa fragilité, et c'est pour ça qu'il est tout le temps en crise. Donc effectivement, là, il y a un embouteillage de films qui est absolument catastrophique. Moi, je compte beaucoup sur la solidarité quand même des gens du secteur, qui est quand même, Caroline en parlait tout à l'heure, quand même une des vertus de cette année, c'est quand même apprendre la solidarité et l'empathie des uns avec les autres. Moi, par exemple, je me sens très solidaire des restaurateurs et des cafetiers, alors que je ne sais pas faire la cuisine et que je sais à peine faire un café. Voilà, donc j'espère que cette valeur de solidarité va perdurer. Je ne sais pas si elle marchera du côté des studios américains, mais elle peut marcher quand même à un niveau européen. Et ce qu'on peut aussi dire aussi de manière un tout petit peu, lyrique, c'est qu'on a quand même une réserve de films passionnants à sortir qui, moi, en tant que spectatrice, me font piaffer. Et moi, je suis très, très excitée de voir tous ces films passionnants qui n'ont pas pu sortir, de les voir là dans les 6 prochains mois. Et je me dis que c'est un peu comme à la fin d'une guerre, il y aura quand même une espèce de joie chez le spectateur, dans les salles de cinéma, d'aller voir un film. Et que la joie, ce mot un peu démodé, qu'on a un peu oublié, peut-être que quand même il va aider à faire passer la pilule très amère des films qui vont souffrir. Voilà, donc moi je suis anxieuse et solidaire, mais je suis assez joyeuse de ce qui peut à nouveau arriver dans les salles. Voilà. Il nous reste une dizaine de minutes pour esquisser des pistes. On voulait imaginer l'avenir, donc l'avenir d'un cinéma qui n'est pas mort, de salles qui vont rouvrir. Et donc, qu'est-ce qui vous fait envie concrètement ? Qu'est-ce que vous avez comme idée pour faire en sorte que 2021, 2022, 2023, ça se passe pas mal ? Michel ? Comme idée, je ne sais pas, de multiplier les rencontres. C'est vrai que je pense que les festivals, par exemple, après toute cette période, vont faire le plein. Les gens vont avoir envie non seulement de voir des films, mais de rencontrer les gens qui les ont faits. Donc voilà, d'être là au rendez-vous, d'accompagner le plus possible les films et de convaincre les exploitants de multiplier les rencontres, de faire autour d'une projection de cinéma une rencontre. Enfin voilà, ce qui est beaucoup fait, mais je pense que là, il y a beaucoup de travail, ce qui est un vrai budget. Enfin, ça se travaille. Oui. Et effectivement, c'est ça qui est assez formidable. C'est les séances avec un petit plus qui vous paraissent aussi une piste à suivre pour motiver le public. C'est le petit cadeau bonus du réalisateur qui vient échanger avec moi, son je pense public. Que c'est important, c'est ce que vous tu le faites disais. beaucoup. Moi, j'adore faire ça.
J'adore faire ça parce que c'est aussi engager une discussion, à la fois essayer de dire ce qu'on a voulu faire et être confronté à des avis contraires. Par exemple, moi j'ai souvent fait des débats avec des gens qui s'engueulaient entre eux. Parce qu'ils n'avaient pas compris la même chose dans le film, par exemple. Enfin, des choses comme ça que je trouve que c'est la vie, c'est-à-dire prolonger la vie, que le cinéma permette de prolonger la vie, et ce qui ne serait pas possible chez soi. Marie-Christine Bordeaux, oui. Je sais que vous avez une piste hyper concrète. Nous sommes toutes oui. Non, pas tout à fait, mais avant de donner la piste, peut-être parler aussi d'une réalité qu'on connaît bien et dont on n'a pas pu parler encore. C'est toute la pauvreté et la misère que va susciter cette crise. Il y a quand même une partie de la population qui a envie, qui a besoin de culture et qui pourra encore moins profiter de la culture parce que la culture, elle a un coût. Et là-dessus, je n'ai pas de solution à proposer, mais je pense vraiment que les réseaux, les structures, les organisations doivent y penser. C'est-à-dire qu'une partie de ce public auquel on s'adresse également, mais ce public risque de ne pas être au rendez-vous, tout simplement parce qu'il va être pris dans une après-crise qui va être, disons-le, tu as parlé d'une boucherie, moi je vais dire un massacre, un massacre social. Et donc, ce public-là est très important parce que c'est celui pour lequel on se bat dans toutes les actions de médiation et d'éducation. Et il me semble que peut-être ce que les gens attendent, alors moi j'ai la chance de ne pas être, je ne produis pas moi du cinéma, donc je fais partie des gens quand je vous vois. Et ce que les gens attendent des artistes, c'est qu'ils aident quand même à signifier le monde. Et on va attendre, je pense, des artistes qui puissent poser des mots, exprimer des choses que l'on ressent et puis y donner un sens. Parce que ce que nous vivons n'a pas de sens en fait. Alors, je ne sais pas si c'est la proposition qu'attendait Marie. Je crois qu'elle est un peu... Elle est formidable. C'est vrai que j'avais plutôt en tête une histoire de drac et de régions qui devaient se partager l'éducation. Alors ça, c'est la préparation. On s'est parlé au téléphone avant, voilà. Pour éduquer les jeunes à l'image et au cinéma. Et bien sûr, et l'autre chose qui est absolument nécessaire, c'est de préparer tous les jeunes, justement, les jeunes dont certains vivent dans ces familles qui sont fracassées par la crise sur le plan économique et qu'il était déjà un peu, et mettre en place un vrai plan d'éducation artistique à la hauteur de celui qu'on a connu à l'époque de Jack Lang et de Catherine Tasca. C'était pas si loin, c'était il y a 20 ans, et on a eu un plan extraordinaire d'éducation aux arts et la culture. Souvenez-vous, le conseiller c'était Alain Bergala. Je relisais l'hypothèse cinéma dans le train en venant pour ce débat, et je savourais la beauté de ce qu'écrivait Alain Bergala aussi. Alors il y a un enjeu aujourd'hui, c'est le 100% EAC. EAC, c'est l'acronyme d'éducation artistique et culturelle. Sans les collectivités locales, on n'y arrivera pas. Sans les intercommunalités, sans les régions, on n'y arrivera pas. En 2013, on avait proposé, avec François Deschamps, une planification en fait, de l'éducation artistique qui prenait acte de la décentralisation et qui mettait dans la loi une obligation pour les régions de former les acteurs, de soutenir les réseaux, qui mettait également, il y aurait eu dans la loi une obligation pour les départements de faire jouer la solidarité territoriale en matière culturelle, assurer la diffusion partout et aussi auprès des plus pauvres, puisque les départements ont en charge la solidarité, et que les villes et les intercommunalités financent la médiation dans les salles. Et tout le monde avait trouvé ce plan formidable, mais rien n'en a finalement transfusé dans la loi MAPAM et dans la loi NOTRe, et je le regrette. Mais il n'est pas tard. Tout cela ne viendra pas que de l'État et que des acteurs économiques dont on a beaucoup parlé jusqu'à présent. Pardon, c'était un petit peu long. C'était parfait. Marie-Christine, c'était parfait. Et c'était plein d'espoir. Et je vous en remercie. Manuel et Caroline, est-ce que vous voulez conclure? On va conclure ce débat, ce dernier débat des urgences des arts. Madame.
Oui, moi je dirais que l'espoir, c'est quand même aussi la solidarité. Enfin, je vais reprendre un peu, voilà, la piste, c'est produire de la pensée en fait. Donc, on est face à une crise, on a été abandonné des pouvoirs publics, on s'est senti mis de côté, et on a aujourd'hui envie de redevenir nécessaire. Et pour redevenir nécessaire, ça va être de créer de la pensée ensemble, de réfléchir, voilà, à toutes ces pistes, comment faire que les films existent dans leur diversité. Et ça va être, je crois, par la solidarité. Merci. La solidarité, ça serait génial, mais bon, on va voir ce que ça donne. Je ne vous laisse pas le mot de la fin, Manuel. Il y aura beaucoup de solidarité en 2021. Nous nous y engageons au nom d'une pipe. Donnez-lui à boire. Où sont les shots? Et voilà, c'est comme ça que nous allons conclure. Je laisse Fabienne Pascaud venir... avec le directeur, le patron, le grand patron du Théâtre de la Ville, Emmanuel Marcy-Lemota. Je vous laisse... Merci, c'était passionnant de vous entendre, vraiment. Alors, pour continuer d'être vivante, malgré toutes les pandémies, les isolements, la culture a besoin d'être racontée, transmise, partagée, de devenir récit. Et c'est ce que nous avons modestement essayé de faire pendant ces 4 journées, de la raconter malgré les fermetures de salles, racontée par des artistes, envers et contre tout, parce que comme vous l'avez si bien dit, on a besoin des artistes... pour donner du sens, pour mettre des mots, des images sur ce que nous vivons, des scènes, des spectacles. Donc merci de nous avoir accompagnés pendant ces 4 jours où moi j'ai trouvé que malgré tout ce qui se passe, la culture a vécu à travers les paroles, les récits que les artistes nous en ont fait. Et je les remercie d'avoir été avec nous. Et je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci Fabienne, une fois de plus merci aux équipes qui ont ensemble travaillé, merci à Télérama pour continuer justement ces échanges dans ce moment si difficile. On l'a entendu ce soir une fois de plus avec les invités de ce moment si particulier que nous traversons. Évidemment, plus de 4 milliards de personnes ont été confinées. On aime à le rappeler parce que ça n'est pas justement seulement ici, à Paris, en France, ni en Europe, c'est le monde entier qui a été privé de cinéma, de théâtre, de musique. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, finalement, que tous ces lieux de culture, d'art, de création, de recherche aussi, les universités, on l'a entendu plusieurs fois pendant ces débats, pendant ces rencontres, la place aussi de la formation, la place de l'enseignement, ce lien, tout ce lien qu'on appelle la culture, finalement, comme on l'avait déjà dit ensemble, Fabienne, entre d'autres disciplines, la santé aussi, et comment être solidaire, finalement, peut-être pour nous aujourd'hui, c'est quelle solidarité nous arriverons à construire pour demain ou dès maintenant, puisque je pense qu'il est urgent de travailler maintenant et de ne pas seulement penser à un demain très hypothétique, mais qu'à partir de ce que nous faisons et de ce que nous tentons modestement, comme vous l'avez dit Fabienne, c'est une manière aussi de nous engager dans un avenir présent et un présent futur qui nous permettra peut-être de tracer des lignes et de changer peut-être quelques directions. Donc une fois de plus, merci à tous les invités, tous les intervenants. Merci à vous, merci à Marie. Voilà. Et merci à vous qui avez suivi ces rencontres et à très bientôt dans l'espoir de se retrouver encore autrement. Merci. À bientôt.